grille d'analyse que je viens de proposer, c'est plus qu'une grille d'analyse, hein, c'est un système analogique en fait, hein, puisque l'individu peut aussi se positionner dans ces quatre quadrants, c'est-à-dire comme la particule élémentaire, c'est-à-dire l'individu va dire je, il a des racines, il a un corps, il a une histoire, donc il va se poser sur une substance, qu'elle soit d'ailleurs psychique par le transgénérationnel ou biologique par son corps, donc il va dire suis, je suis. Il va avoir besoin de la relation avec les autres, donc il va dire nous, et il va avoir pour que son existence soit significative, être en contact avec quelque chose qui est plus grand que lui en lui. Donc, il va dire sommes, c'est-à-dire nous sommes, c'est-à-dire l'être qui englobe la manifestation du système. Donc, voilà, donc c'est juste ce point important, hein, que ce n'est pas une grille d'analyse au sens scientifique du terme, c'est plus une manière de comprendre et d'ordonner les multiples facettes du réel par la pensée analogique. Donc je reviens à la question du temps. La question du temps, alors je ne vais pas parler du temps parce qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le temps. Même aujourd'hui, la question du temps, même d'un point de vue scientifique, elle est très, très, très délicate, hein, puisqu'on a évidemment, là, pour le faire simple, le temps ordinaire, on a le temps de la mécanique quantique et on a le temps de la relativité générale. Mais je vais plutôt parler de notre rapport au temps dans l'histoire jusqu'à présent. Donc les peuples premiers, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, considéraient le temps comme étant quelque chose qu'il parlait de l'usure du temps. C'est Mircea Eliade, hein, qui parle de ça, qui parlait de l'usure du temps. Et effectivement, ce modèle vient de la tradition iranienne, hein, perse. L'usure du temps, c'est quoi? C'est le fait qu'au cours d'une année, les personnes, les habitants, les individus, ont été en décalage par rapport au mythe fondateur du peuple, de la communauté. Et donc, tout individualisme, tout acte personnel éloigne du contact direct avec l'archétype et les valeurs qui fondent la communauté. Donc, au bout d'une année, il faut bien purifier et nettoyer tout ça. Alors ça, c'est ce qu'on a. C'est l'origine de notre carnaval, en réalité. À l'époque, c'était la fête du Nowruz, hein, la fête du Nouvel An, où toutes les valeurs étaient inversées. C'est-à-dire, il y avait des licences sexuelles, il y avait l'inversion de l'esclave et du roi, on avait des orgies, on avait toutes les hiérarchies étaient bousculées pour rentrer dans une phase de chaos. C'était aussi le moment où les initiables étaient initiés au monde du mystère, aux mondes invisibles. Donc on voit que la fonction ici de cette fête du Neuros qu'on retrouve dans la tradition chrétienne sous la forme de l'Apocalypse, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, cette fête de la fin des temps, la fin de chaque année, était là pour éliminer tout ce qui avait été construit de personnel et d'individuel au cours de l'année pour purifier l'espace psychique et recontacter le mythe fondateur, recontacter les essences. Donc c'est un temps cyclique en réalité. C'est-à-dire c'est revenir toujours avec persévérance et une infinie volonté vers les origines, vers le mythe des origines. Et puis là-dessus, c'est greffer les peuples de la mémoire. Alors, à partir de la Mésopotamie, hein, ce n'est pas seulement, bien sûr, les monothéismes, hein, c'est dès qu'on met une inscription sur un temple, dès qu'on entre dans l'écriture, on produit de la mémoire. Et les peuples de la mémoire sont rentrés dans l'histoire. Alors, ici, on va rentrer dans le temps historique. Autrement dit, pour ces peuples-là, l'idée, c'est d'accomplir dans le temps, donc dans l'histoire, la volonté de l'archétype, c'est-à-dire la volonté de leur Dieu, pour simplifier. Autrement dit, et tout ça, ça va se terminer par l'Apocalypse, hein, c'est-à-dire la fin des temps qui annoncera 1000 ans de bonheur, etc., etc.
Donc, ce temps, les gens, du coup, vont se sentir missionnés pour accomplir la volonté de l'archétype. Alors, on voit bien que cette notion de mission, on la retrouve encore aujourd'hui dans notre monde moderne, hein, puisqu'on a des missions professionnelles, des missions de vie. Bref, on va chercher à évoluer et à accomplir quelque chose qu'on emporte en soi pour le rendre visible. Donc ça, c'est un biais, enfin, en tout cas, c'est un rapport au temps qui nous fait dire qu'il est là pour manifester dans le visible quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Alors que les peuples premiers, lui, au contraire, voulaient compenser l'usure du temps en revenant directement au mythe fondateur. Là-dessus, par la suite, s'est greffé le temps scientifique. Alors, le temps scientifique à partir de Newton, Descartes, Galilée, etc. On va dire de la Renaissance et ensuite des Lumières. Le temps scientifique dit au contraire, le temps n'a ni direction ni sens. Il est comme un homme ivre qui tituberait sur une immense plaine infinie et sans limite. Et en plus, il peut revenir en arrière, en tout cas en théorie. Si on met des plus t ou moins t dans une équation mathématique, ça ne change pas le résultat. Donc, ce temps scientifique, c'est aussi, on est aussi imprégné par ça dans notre monde moderne. Puisque, au fond, si le temps n'a ni direction ni sens, tout est possible pour l'individu. Il n'y a plus aucune contrainte. C'est-à-dire, au fond, c'est l'apologie de celui qui est capable de saisir des opportunités, autrement dit, de l'opportuniste. Puisqu'il n'y a aucun archétype qui va organiser, aucune valeur profonde qui va organiser notre monde. Tout devient évidemment relatif. Le sens devient relatif puisque l'archétype qui porte le sens a été éliminé de notre rapport au temps. Donc ça, c'est le temps scientifique. Et puis, depuis, on va dire, le début du XXe siècle, on est rentré dans, et surtout du reste avec Internet, on est rentré dans le temps du zapping, dans le temps fragmenté, dans le mélange des temps, en réalité. Alors, on va rentrer, en d'autres termes, dans un autre temps qui est en fait probablement une posture de mon point de vue, plus juste par rapport au temps. On va rentrer dans un temps, dans le fait de comprendre que ce n'est pas le passé qui produit le futur. Ça, c'est une espèce de projection dans notre réalité de la causalité scientifique. C'est le présent qui produit le passé. En même temps, c'est un peu évident, puisqu'un acte est présent avant d'être passé. Mais si on comprend profondément le fait que c'est le présent qui produit le passé, on entre dans la conscience de ce qui se passe dans l'ici maintenant, que c'est ça la source de notre pouvoir créateur et que le passé n'est jamais que l'obstacle à la manifestation pleine et entière des besoins de l'esprit du temps à un moment donné de son histoire, c'est-à-dire maintenant. Donc ici, dans cette quatrième lecture du temps, l'être humain, on est dans la logique un peu du quatrième quadrant ici, l'être humain est capable de se connecter à l'éternel, à l'éternel présent, c'est-à-dire au présent qui est aussi un contact avec l'éternité, qui va lui donner la capacité de transformer à chaque instant ses conditions personnelles et les conditions de la société dans laquelle il vit. Et à ce moment-là, on voit que dans ce processus entre le temps cyclique des peuples premiers, où il fallait absolument détruire tout ce qui n'était pas exemplaire, c'est-à-dire tout ce qui était personnel, le temps messianique a commencé par incorporer dans notre réalité intérieure la notion de temps, c'est-à-dire l'être humain s'est positionné, a commencé à avoir une vision à long terme et des projets, à avoir des objectifs qui étaient la réalisation de l'archétype. Ensuite, le temps scientifique
nous a permis de prendre, de nous libérer de l'archétype, c'est-à-dire d'acquérir un degré de liberté supplémentaire. Et aujourd'hui, on peut entrer dans cette dimension où notre liberté, c'est en réalité, notre seule liberté, c'est d'accomplir notre destin, c'est-à-dire de mettre en mouvement, de contacter le mythe fondateur qui nous habite, mais en tant que sujet et non pas, comme dans les peuples premiers, dans une dépendance à l'archétype, c'est-à-dire au mythe fondateur de la culture. Donc l'idée, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, en incorporant la notion de temps, en fait, on acquiert des degrés de liberté de plus en plus grands par rapport au monde du sens. C'est-à-dire, dans le monde, dans le peuple premier, il y a 0 degré de liberté. Dans le temps religieux messianique, la seule liberté, c'est de se tromper et de mal interpréter les Écritures et la volonté de Dieu ou la volonté de l'archétype. Dans le monde, dans le temps scientifique, la liberté, elle explose, puisqu'on peut, évidemment, on peut tout faire, puisque le temps ne nous donne plus de direction. Et aujourd'hui, il est possible de se reconnecter au temps du présent pour, en toute liberté, en utilisant cette liberté que nous a donnée la science, de répondre aux besoins de l'univers, c'est-à-dire sentir la présence du présent pour que l'humanité accomplisse la volonté du monde des étoiles, pour prendre cette métaphore. Donc ces 4 temps sont encore très présents dans nos vies, sauf qu'ils sont confusionnels. Par exemple, le repos hebdomadaire, pourquoi c'est si compliqué de faire travailler les gens le dimanche? Après tout, il pourrait se reposer un autre jour. Ben non, parce que dans notre structure, on a encore la structure des peuples premiers qui disent, toujours amusant d'ailleurs de voir que ce sont les syndicalistes qui refusent cette mesure, parce que c'est un peu... Bon. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ils défendent le fait, quel fait? Ils défendent le fait qu'on se repose le 7e jour, comme l'a fait le Dieu dans l'Ancien Testament, qui est le dimanche. Donc on est dans l'imitation de l'archétype. On est à un retour, en fait, de ce qu'a fait l'archétype. Donc ici, on est dans une logique du mythologique des peuples premiers. On a aussi des missions professionnelles, je l'évoquais tout à l'heure. Mission vient de missionnaire et de missionner, il faut le rappeler. Donc, on pense que dans cette logique du temps messianique, il faut évoluer, il faut faire avancer, avoir des retours sur investissement, il faut faire avancer la société, il faut faire du développement personnel, être mieux demain que hier, etc., etc. Donc, mais l'évolution elle-même est un mythe. L'évolution est une représentation, est un rapport que nous avons au temps. Il n'y a pas d'évolution dans l'éternel présent, dans le 4e temps que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vouloir s'améliorer, c'est encore une espèce de connexion que nous avons avec le temps du messianisme, le temps religieux, le temps de la mémoire. Et puis, dans le temps scientifique, évidemment, où tout est possible, on va faire l'apologie des gens qui sont au bon endroit, qui réussissent, qui font des coups, qui ont un retour sur investissement immédiat, qui tirent leur épingle du jeu, etc. Donc, on voit bien que ce temps scientifique organise aussi notre réalité quotidienne. Celui qui l'organise le moins, bien sûr, c'est le temps, le dernier temps que j'évoquais, qui est le plus difficile à comprendre, c'est-à-dire que le présent crée le passé et que ce n'est pas le passé qui crée le présent. Pour essayer de le comprendre, je voudrais utiliser cette image. Les Grecs anciens disaient la chose suivante. Le passé est devant nous et le futur est derrière nous. Alors nous, on a tendance à dire que, évidemment, le futur est devant nous et que le passé est derrière nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps encore imprégné du temps messianique, c'est-à-dire qui dit qu'il faut évoluer et accomplir quelque chose dans le futur. Lorsqu'on regarde que le futur, il est devant nous parce qu'on se projette sur le futur. Et le passé, il est derrière nous parce qu'en général, on refuse de le regarder. C'est assez facile, c'est le point de vue de la personnalité. Mais le point de vue de l'âme, c'est-à-dire le point de vue de l'éternel présent, c'est de dire le passé est devant toi parce que tu le vois,
tu vois ce qui s'est passé dans ta vie, donc il est bien devant toi, ton passé, et ton futur est derrière toi parce que tu te laisses pousser par le souffle de l'esprit qui va accomplir à travers toi une direction que toi-même tu ignores en grande partie. Il suffit d'ouvrir tes ailes, hein, celles des omoplates, et prendre ton envol et te laisser pousser par le soleil, la lumière, l'esprit qui, que tu sens dans ton dos et qui te pousse en avant vers l'accomplissement de ton destin. Et bien sûr, ce destin n'est pas celui que tu vois devant toi, ce destin est celui que tu sens mystérieusement derrière toi et qui t'amène à accomplir ton existence. Donc c'est de ce temps-là dont je parle. Ce temps qui est ce contact avec, je ne sais pas comment le dire autrement, avec l'éternité, et et pour qui le passé est une lourdeur qui le conditionne ou qui parfois l'empêche même de s'exprimer. Donc on voit que suivant notre rapport au temps, on va créer des mondes, on va créer des civilisations. Si on a un rapport au temps qui est cyclique, ben on va être comme dans le peuple premier, c'est-à-dire être en permanence en quête des origines, en quête de notre identité. Là, on a les nationalismes qui sont derrière, bien sûr. Si notre rapport au temps est de type messianique, on a toute la pensée, on va dire, colonialiste hein, qui est derrière, c'est-à-dire il faut convaincre les gens qu'on détient la civilisation, la vérité, l'argent, le pouvoir, la science, que sais-je encore, et on va faire de la mondialisation aujourd'hui du colonialisme hier. Donc ça, c'est une logique où on pense qu'il faut faire des choses pour que le monde évolue. Si on est dans le temps de l'éternel scientifique, eh ben, on va juste se positionner au bon endroit pour faire des coups, tirer son épingle du jeu et faire carrière. Alors, ce mot est intéressant, faire carrière dans la langue des oiseaux, parce que faire carrière, une carrière, c'est un trou. Donc, un trou, c'est quoi? C'est une tombe. Donc, on fait aussi son trou au soleil, hein, ou sa place au soleil. Donc, on voit bien que dans cette logique scientifique qui est coupée en réalité de la notion d'âme, hein, de la notion d'essence, tout devient possible, mais il y a quelque chose au mieux d'opportuniste, au pire de mortifère. Et puis, on peut aussi entrer dans ce temps du présent, être dans contacter son daimon, hein, au sens socratique, c'est-à-dire son génie tutélaire, qui va nous donner à ce moment-là, qui va nous permettre de révéler l'inconnu à travers nous, mais pas en termes d'évolution, ni en termes d'opportunités personnelles, ni même en termes de retour à un archétype, mais en termes de fulgurance qui permet de répondre de manière précise à un besoin du temps, de l'environnement, de la personne qui est en face de nous ou de n'importe quel sujet sur lequel on travaille. Donc, vous voyez que ce rapport au temps, d'abord, il est important de le clarifier parce que souvent, il y a une forme de confusion dans notre histoire aujourd'hui. Et suivant celui que l'on privilégie, on va construire sa vie différemment. Et on sera soit nationaliste, soit progressiste, soit opportuniste, soit dans une expression de sa pure créativité. Et donc, voilà. Et donc, pour comprendre le monde, cette grille de lecture du temps me paraît aussi précieuse que la grille des 4 quadrants, sauf les 4 quadrants sont une géographie et le temps est bien sûr un processus de rapport à l'être, de rapport à l'essence. Donc, au fond, on pourrait dire que ce temps du présent, c'est dans cette logique que la souffrance, c'est tout ce qui nous sépare de notre essence, c'est-à-dire c'est les encombrements qui créent des espèces d'obstacles, de résistance à la descente de la lumière dans la forme. Toute la souffrance ici peut être lue comme étant une pression de la lumière, une pression de notre essence qui nous amène à traverser nos zones de résistance pour exprimer de plus en plus clairement le génie spécifique à nul autre pareil que l'on porte en soi, puisqu'évidemment, chacun d'entre nous est unique, chacun d'entre nous est une lettre du nom de Dieu, pour dire cette métaphore, et
et que le nom de Dieu, bah, c'est les 7 milliards de lettres qui seront allumées et qui permettra un jour de transformer notre vision du monde et notre civilisation.